Bonsoir, amis auditeurs, internautes du dimanche 20 novembre 2016 et du futur. Les rencontres des monnaies libres, édition 8, viennent de se terminer. Elles se sont déroulées à Toulouse. J'ai eu la chance de pouvoir y participer. J'ai décidé pendant ces rencontres des monnaies libres de suivre le module Galilée, qui permet d'approfondir ses connaissances de la théorie relative de la monnaie. Ce module, qui est le premier d'une série de 3, suivi du module Yolande-Bresson et du module Leibniz, requiert une certaine connaissance de la théorie relative de la monnaie, requiert de savoir ce que c'est qu'une monnaie libre et d'avoir joué au jeu Geconomicus. Et ce soir, j'aimerais vous faire bénéficier des résultats que j'ai obtenus pendant ce module. Donc je m'adresse à des gens qui connaissent un peu le vocabulaire des monnaies libres, qui savent ce que c'est qu'un dividende universel, qui savent ce que c'est que la masse monétaire, etc. Alors, j'ai dressé un tableur avec 3 individus, I1, I2 et I3, à qui j'ai donné à la première année de la naissance, respectivement 1000 de monnaie, 5000 de monnaie et 9000 de monnaie, donc d'une monnaie libre. Ainsi, la masse monétaire par individu est de l'ordre de 5000, ce qui correspond à la moyenne, et d'où le choix de I2 d'ailleurs, pour pouvoir visualiser la moyenne sur le graphique plus tard. Et on obtient le DU, le dividende universel, donc par un taux de 10% de la masse monétaire par individu. Donc le tableur est dressé ainsi. Et on obtient les courbes suivantes. Donc on se rend compte, on peut voir au début qu'il y a une différence entre les courbes, mais très rapidement on ne peut plus voir les petites parce que l'échelle est tellement grande qu'elles se confondent. Alors pourquoi elles se confondent? Eh bien il faut passer dans le second tableur, qui est le tableur relatif, c'est-à-dire qu'on va diviser l'intégralité des comptes de I1, I2 et I3 par le dividende universel de l'année en cours. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien l'année en cours qui à chaque fois qui divise le contenu, les comptes. Alors il faut bien se comprendre que ce tableur-là correspond à une situation où il n'y a soit aucun échange entre les individus, mais simplement une évolution de leur compte, soit des échanges qui sont uniformes. Donc on ne s'en aperçoit pas. Voilà. Une autre, et bien évidemment, il y a un DU par personne, et donc on obtient le graphique suivant, qui est un graphique très intéressant, où on se rend compte que les gens, un individu qui était inférieur à la moyenne va voir son compte tendre vers la moyenne. Un individu I2 qui était à la moyenne restera à la moyenne, et l'individu I3 qui était au-dessus de la moyenne va voir son compte aussi tendre vers la moyenne, par le phénomène que le capital de départ va devenir de plus en plus petit par rapport à l'apport continuel du dividende universel. Et pour l'individu I1 qui en avait moins de capital, son capital va se voir accroître
enfin, l'apport de son capital qui était faible devient de plus en plus négligeable par rapport à l'apport du DU qui est continuel et donc l'amène vers la moyenne. Voilà. Un autre référentiel intéressant pour la même monnaie, c'est toujours la même monnaie qui est donc partie de ces trois comptes auxquels on a et qui fonctionnent sur un système de monnaie libre avec un DU que j'ai défini antérieurement. On peut le regarder sous le spectre d'un référentiel des sommes des comptes nuls. C'est-à-dire qu'on va soustraire à chacun des trois comptes la moyenne des comptes. Et à ce moment-là, ça donne un graphique qui rappellera beaucoup de choses aux gens qui sont utilisateurs des selles, puisque c'est en fait on retrouve le même concept des comptes à somme nulle. Donc si on additionne les trois comptes, on a mis la moyenne à 0, puisqu'on a déduit la moyenne à chacun. Donc l'individu qui était à la moyenne, il se retrouve à 0. Et puis l'individu qui était au-dessus, il est au-dessus de la moyenne, mais sa valeur est différente, elle est réduite donc de la moyenne qui valait 5000 tout à l'heure. Et l'individu qui était en dessous se retrouve en dessous, moins donc la moyenne. Et voilà. Un autre référentiel intéressant, donc c'est le même, mais cette fois-ci vu en relatif. Ah oui, j'ai oublié de préciser que ici c'est donc la somme nulle en quantitatif et ici la somme nulle en relatif, qui ressemble très étrangement enfin de manière très logique au graphique relatif de tout à l'heure. Alors pour ceux qui aiment la fiscalité et qui aiment à se compliquer un peu les choses, il est possible d'obtenir les mêmes résultats que dans une monnaie libre à dividende universel par un système de taxation. Donc la formule de taxe se trouve ici. Et donc cette fois-ci, j'ai pris les comptes en relatif. Donc I1 est à 2, I2 est à 10, I3 est à 18. C'est bien les mêmes comptes que tout à l'heure. I1, 2, I2, 10, I3, 18. Voilà. Donc ces comptes-là, on calcule donc la taxe pour I1, pour I2 et pour I3, T1, T2, T3, qu'on va donc leur soustraire. Vous voyez bien que chaque année, on prend donc le compte précédent, moins la taxe, plus la redistribution de la taxe. On fait ça sur l'ensemble des 80 années, et on obtient exactement les mêmes résultats que précédemment, avec donc bien sûr le même graphique que précédemment. Pardon, je me suis trompé. Il me manque un graphique. Mais bon, c'est le même graphique que celui-là. Et alors la question c'est, est-ce que c'est plus simple de faire la fiscalité avec des taxes qu'on va récupérer des comptes de chacun et de manière centralisée, puis diviser et puis redistribuer aux gens, ou est-ce que c'est pas plus simple de donner un dividende universel chaque mois, puisque le résultat est identique. Ensuite, je me suis intéressé de savoir ce qui se passait quand il y avait un échange
non uniforme entre les gens. Et donc ici, I1 a vendu un bien à I3 pour une valeur de 2000. Et donc I1 se voit attribuer 2000 quand I3 se voit perdre 2000, mais bon, pour acquérir un bien. Et de la même manière, ici aussi, I1 a vendu un bien à I3 pour une valeur de 5000. Les graphes obtenus, l'échelle étant très importante, on ne se rend pas très bien compte de la différence en quantitatif. Ah bah la taxe de redistribution, elle est là. C'était le graphe que je cherchais tout à l'heure, il est là, donc vous voyez bien que c'est le même. Par contre, en relatif, les échanges, eh ben donc on les voit bien ici. Donc I3 a perdu les 2000 au profit de I1, et ici à nouveau les 5000. Mais on voit bien qu'à chaque fois que l'échange a été fait, après on retrouve la même tendance qui amène vers la moyenne. Donc on peut multiplier comme ça les échanges. À chaque fois, il y aura un petit décrochage, mais on retrouve ensuite la tendance vers la moyenne. Et le dernier graphe, qui est celui des comptes à somme nulle, et là on retrouve un graphe qu'on retrouve tout à fait lorsqu'on utilise des selles, c'est-à-dire que eh bien, j'avais une capacité de 4000, j'ai perdu, je passe à une capacité de 2000 de travail, d'échange, de biens et services. Et ici, la même chose, et puis là, le croisement se fait. C'est un graphe qui sera très parlant pour les gens qui utilisent les selles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réfléchit donc sur les hommes et donc sur la durée, et donc avant la naissance, ici en vert, à après la mort, ici en rouge. Donc cette personne I1, à partir du moment où je me suis intéressé à leur compte, eh bien, elle a vécu 8 ans et puis elle est morte. La personne I2, elle a vécu 16 ans et puis elle est morte. Et par contre, au même moment où I1 mourait, il y avait un nouvel individu, I11, qui naissait et qui se voit attribuer un dividende universel comme ses concitoyens de zone économique. Et comme ça, tout le long, on peut voir donc les morts en rouge et puis les naissances pour arriver avec un dernier individu qui, sur les 80 ans étudiés, ne vit que 8 ans. Et, voilà. Cela donne le graphique suivant. Donc on peut voir I1 qui est ici et qui meurt donc à 8 ans. Alors ce monsieur, soit très jeune et donc forcément avec peu d'argent et qui est mort brutalement, ou bien quelqu'un d'âgé qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui meurt parce qu'il a bien profité, il a utilisé tous ses sous et donc il est mort. Puis monsieur I2 qui lui était très très riche apparemment, et puis à sa mort sa monnaie donc on reconstate la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire la tendance vers la moyenne pour les vivants. Par contre, pour les morts, une tendance qui va décroître vers 0, puisque le contenu de leur compte, qui peut être donc de la capitalisation et les DU obtenus précédemment, et leur force de travail, etc., eh bien, cette valeur en monnaie va devenir petit à petit négligeable au sein de la masse monétaire globale des vivants. Et donc petit à petit devenir complètement très très proche de 0. Mais en fait c'est pas très proche de 0, ça reste la même
quantité en absolu, mais en valeur relative, ça devient complètement négligeable. Voilà. Et je me suis intéressé au cas, qu'est-ce qui se passe lors d'un héritage. Donc j'ai décidé que ce monsieur-là allait donner son capital à son héritier. Donc j'ai regardé l'héritier qui mourrait, la personne qui mourrait 30 ans plus tard, et il s'avère que c'est Isis. Donc Isis s'est vu attribuer le contenu du compte de I2 à sa mort. Donc pour ça c'est assez simple, je vais sur Isis et je lui donne le contenu du compte de I2 à sa mort. Et bien sûr, par contre, cette fois-ci, il faut que je supprime les sous du compte de I2 pour que ça reste cohérent. Et on obtient ainsi le graphique suivant. On obtient le graphique suivant qui montre bien, donc ici, Isis se voit attribuer le capital de I2 qui lui passe à 0, mais monsieur Isis va voir de la même manière la tendance qui le ramène vers la moyenne jusqu'à donc sa mort, où là, son capital, bon, j'ai pas fait de deuxième héritage, mais sinon ça se passerait de la même manière. Donc la même courbe que précédemment, une tendance vers 0. Ensuite, j'ai décidé d'étudier l'évolution de la valeur de l'argent, le métal argent, de l'année 97 à l'année 2015, selon différentes, le spectre, le référentiel d'autres valeurs. J'ai récupéré la valeur de l'argent en dollars que j'ai transformé en euros. Et ensuite, j'ai récupéré les valeurs du RSI et RSA pendant ces années-là, la valeur de la masse monétaire en euros, de la zone euro pendant ces années-là, et l'évolution du mètre carré en Île-de-France, de l'immobilier mètre carré en Île-de-France pendant ces années-là, et aussi l'or. Je me suis intéressé à l'or, et j'ai voulu exprimer donc l'évolution de la valeur argent l'exprimer dans les autres valeurs. Et j'obtiens ainsi le graphe suivant, alors, pour que ce soit plus lisible, j'ai ramené toutes les courbes à une valeur égale pour l'année 2005. Donc, les valeurs sont évidemment pas les mêmes. Elles ont ces courbes ont des ordonnées très différentes, mais c'est simplement pour comparer l'évolution. Et donc on peut voir que l'argent évolue d'une certaine manière selon la valeur euro, selon la valeur RMI-RSA, selon la masse monétaire M3, ou bien selon la valeur du mètre carré en Île-de-France, ou encore ici l'or. Et alors, parmi les choses qui sont intéressantes, on s'aperçoit que l'argent a un pic en valeur or qui a lieu en 2006, alors que pour l'argent en valeur euro, euro, RMI, RSA et l'euro en masse monétaire, on se rend compte que c'est plutôt en 2012. Donc il y a une véritable relativité de chaque valeur exprimée dans une autre valeur. Voilà les choses qu'on peut tirer de ce graphe. Eh bien, moi j'ai terminé ce petit compte rendu du module Galilée que j'ai effectué pendant les
rencontres des monnaies libres, édition numéro 8, qui ont lieu le week-end du... non, un peu plus que le week-end, c'était 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 novembre 2016, ici à Toulouse, en parallèle du Capitole du Livre qui a eu lieu pendant le week-end. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Oui.